Mesdames, Messieurs, notre invité cette semaine sur le CIM, soyez-y, Mesdames, Messieurs, nul autre que Monsieur Philippe Chéreau. Comment ça va, Monsieur Philippe? Marc, ça va super bien. Merci pour cette invitation. J'ai entendu parler de toi, on va se tutoyer parce que entre collègues, même cousins lointains, euh, on se connaît un petit peu indirectement, même si on ne s'est jamais vraiment parlé en direct. Je suis très flatté que tu aies envie d'en savoir un petit peu plus sur moi, vu que en ce moment, j'ai un petit peu de temps libre. C'est avec plaisir que j'ai répondu à cette invitation et très heureux d'être dans ton émission. Et Philippe, on a nul autre que David Jouan, le Casanova des pauvres, qui est avec nous. Euh, David Jouan, Don Juan, c'est un peu notre jeu de mots. Voilà. Oui. Et pour mettre de l'action là-dedans. David, Eh ben, bonjour tout le monde. C'est la fin de semaine et content d'être avec Philippe et toi. c'est la fin de semaine pour vous, pas pour nous. On est encore dans le gros rush du vendredi après-midi. Ouais. Philippe, si je te dis le mot homologue, ça te fait penser à quoi? Ben, à la grande confrérie des commentateurs, animateurs, présentateurs, peut-être, non? On est un peu homologue, c'est ça ce que tu... Moi, je lisais certaines pages du livre que David m'a envoyé parce que Christophe devait, il y a plus d'un an, m'envoyer une Ah, copie de votre livre que je n'ai ah, jamais reçue. Euh, et à ma grande surprise, tous les deux, on a commencé à faire de la radio à 14 ans, oui. à la même Eh oui, âge. eh oui, eh oui. Alors, chez nous en France, alors je connais pas la législation au Québec, mais chez nous en France, c'était encore. Alors, j'ai pas été vraiment dans les radios pirates, mais c'était limite, puisque c'est le président François Mitterrand qui a légalisé tout ça en 81. Les premières radios, évidemment, étaient pirates, hein. Je ne vais pas refaire l'histoire de la radio, mais Radio Caroline en Angleterre, sur le bateau. Chez nous, il y avait quelques radios aussi qui étaient, entre guillemets, illégales, car trop puissantes, comme Énergie, hein, qui existe encore aujourd'hui et qui est l'une des plus grosses radios en France. Donc oui, oui, j'ai commencé très tôt. J'ai écouté avant, évidemment, et puis, j'écoutais les radios périphériques, ce qu'on appelait nous les radios périphériques, Je sais c'est-à-dire pas c'est quoi. alors, parce qu'en France, tu avais une législation à l'époque, tu n'avais que, t'avais que comment dire, l'ORTF. Tu vois, je te parle, là, je vais encore faire l'histoire de la radio, je vais encore me faire certainement vanner avec ça. À l'époque, tu n'avais que la radio nationale. Donc, ce qu'on appelait les radios périphériques, c'était les radios qui étaient autour, dans la périphérie de la France. Et tu vas très vite comprendre, bah, Radio Luxembourg, RTL, Mhm. Sud Radio, qui était à Monaco, Europe 1, qui avait son émetteur à Andorre. Et donc, comme c'était sur des longues ondes, ça émettait en direction de la France, mais c'était en dehors de la France. Et d'ailleurs, à titre Ah. indicatif, le catch que j'ai commenté pendant des années, RTL 9, bah, c'était officiellement une télé qui était en dehors de la France. C'est pour ça qu'il y avait du MMA, des trucs qui étaient interdits, ou du poker, des trucs qui étaient interdits à l'époque en France, mais qui, comme c'était sur RTL, donc radio luxembourgeoise, télé luxembourgeoise, pouvait être légalement diffusé en France. Donc moi, j'ai écouté, en fait, j'ai grandi avec RTL, Europe 1, et c'est en écoutant le hit parade d'RTL avec mon casque que j'ai eu envie de faire la radio. Mais tu t'imagines, puis j'ai l'impression que non, tu t'imagines pas que dans le monde entier, deux animateurs de catch qui ont commencé à faire de la vraie radio à 14 ans, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que je te Non, dis, bon, et des francophones en plus. exact, exactement. Et ce qui m'a beaucoup surpris dans le peu d'informations que David Jouan m'a donné, parce qu'il voulait se Ah, garder beaucoup, beaucoup pour lui, mais c'est votre histoire de bégaiement. Parce que de faire de la radio, de décrire le catch, de faire le NASCAR, tout ça, quand on a un problème d'allocution jeune, c'est le plus gros défi. C'est comme un peintre qui serait daltonien. oui, bah, je suis très heureux que tu m'en parles parce que ça, je l'ai pas caché, hein. Tu sais, moi, j'ai pas honte de mes origines, j'ai pas honte de tout ce que j'ai fait quand j'étais gamin et de mes, entre guillemets, handicaps. J'en ai beaucoup souffert. C'était quelque chose qui a été assez pénible pour moi. Comme tu sais, les gamins sont un peu moqueurs, hein, tu sais. Ah,
Et c'était très dur pour moi. Moi, j'étais dans une école en plus catholique, très stricte. Et il y avait les fameuses dictées et à voix haute. Donc, tu imagines bien que sur les dentales, ce qu'on appelle les dentales, nous, tu sais, les D, les T, les t, 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 bah, les débuts de phrases étaient très, très compliqués. Donc, j'étais moqué sans arrêt, tu imagines bien. Donc, j'avais pas envie de parler. Enfin, voilà, c'était assez compliqué. Et je suis très heureux que tu m'en parles parce que depuis la sortie du livre, tu es la première personne qui m'en parle. Euh, Ah oui. donc, ouais, t'es la première personne qui m'en parle. Et en fait, si je l'ai dit, c'est pas pour dire, ouais, je suis costaud, j'ai réussi Mais c'est vrai qu'il y a des gens des amis de mes parents, dont certains sont plus là encore aujourd'hui, malheureusement, mais qui me disaient, mais qui me retrouvaient des années plus tard en me disant, mais comment t'as fait? T'es animateur radio et tu bégayais quand t'es gamin. Alors, je bégaye encore quand je suis fatigué, quand je suis énervé, quand j'ai de l'émotion. Mais le bégaiement que j'ai aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec celui que j'avais quand j'étais gamin. Je ne pouvais pas aligner deux phrases. J'étais en admiration sur les tribuns, les politiciens, les animateurs. Je disais, mais comment ils peuvent... Waouh, si un jour je pouvais faire ça, deux phrases à la suite. Et étonnamment, dès que j'ai ouvert un micro à la radio, enfin, tu sais que l'histoire, c'est que j'ai commencé à faire animer la kermesse de mon école comme à la Mhm. radio. Et c'est un des actionnaires d'une radio qui était à Dreux, donc d'où je suis originaire, qui m'a dit, j'ai une radio avec des actionnaires, avec des copains. Si tu veux, va voir un gars de ma part. Si tu aimes la radio, tu sais, c'était à l'époque où tout le monde faisait tout et n'importe quoi. On était 60, on se connaissait même pas entre animateurs. Ça passait du gars qui faisait du hard rock au gars qui faisait de la musique classique, du funk, enfin, ça partait dans tous les sens. Mhm. Et donc, je me suis retrouvé à animer cette kermesse, et même moi, à mon grand étonnement, je bégayais pas. Dès que le micro était ouvert, je ne bégayais plus. C'était magique. Je sais pas si t'imagines, c'était magique. Donc C'est voilà. fou. Ouais, ouais. J'ai. On, on Tu, retrouve ça tu- des fois avec certains chanteurs qui ont des bégaiements et dès qu'ils se mettent à chanter ou à réciter, qui n'ont plus du tout Ouais. le, ce problème-là. Moi, ce qui était assez marrant dans le livre, c'est que vous parlez d'un gaucher traumatisé qui aurait Ouais. pu déclencher Bah ça. ouais. Alors ça a été. Ça aussi, le jour où je l'ai appris, c'est assez incroyable. Je sais pas si je le raconte dans le livre. Mais excuse-moi, ce que tu es gaucher? alors, en fait, je suis né gaucher apparemment. Moi, je suis Euh, gaucher en plus. Ouais, c'est drôle. Alors attends, Fou. tu vas voir, c'est assez incroyable. Comme je disais, j'étais dans une école catholique et les gauchers, tu sais, la main gauche, c'était la main du diable. Déjà à l'époque du Moyen Âge, tu sais, il fallait toujours tenir l'épée pour les combattants de Dieu, tu sais, pour les Templiers, tout ça, c'était main droite. Donc les gauchers, c'était un petit peu les diables. Donc moi, je suis né gaucher et apparemment, on m'a forcé à écrire de la main droite. Ce qui aurait une explication sur mon bégaiement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui bégayent qui auraient été comme ça contrariés à cette époque-là. Ah, ouais. Heureusement, ça se fait plus aujourd'hui, et c'est un avantage d'être gaucher, surtout quand tu fais du sport. Bon, il se trouve que moi, je joue au foot, je joue des deux pieds, hein. Je suis aussi précis des deux pieds. Je joue au tennis, mais que de la main droite. Je joue aussi de la main gauche, mais je suis très bon de la main droite et moi très moyen de la main gauche. Je fais de la batterie, mais ma batterie, elle est complète. Enfin, je suis droitier du pied, mais gaucher de la main. Enfin, c'est un peu le bazar. C'est très pratique pour le bricolage, hein. Quand tu bricoles, bah, gaucher, droitier, en fonction de comment tu es, tu vis à droite, à gauche, c'est super. Mais pour revenir à la révélation, moi j'ai passé beaucoup de temps à être les mercredis chez la psychologue. Donc on m'avait dit, ouais, c'est lié. Alors, mes parents, c'était pas très calme à la maison, donc on avait mis là-dessus. On avait mis ça sur le fait que j'avais pas une ambiance très sereine à la maison et que j'en souffrais et que c'était à cause de ça que je bégayais. Et en fait, un jour, des années plus tard, j'avais une vingtaine d'années, même plus que ça. J'avais 25 ans, entre 25 et 30 ans. J'étais revenu en France, après être parti dans les îles, et j'animais des soirées dans les relais châteaux. Et un jour, un de mes clients me dit, non, non, tu restes pas derrière tes platines, tu viens manger avec nous. T'as une table avec toi, avec mes amis. Je dis, non, ça me dérange, moi je suis là pour mettre de la musique, vous faire danser. Non, non, viens, viens. Et au milieu du repas, il y a un vieux monsieur qui parle, il parle à un pote et il demandait des nouvelles de son fils et apparemment son fils bégayait. Et il dit ouais, ces enfoirés de frères, jésuites, enfin voilà, moi j'étais chez les frères. Ouais, s'ils n'avaient pas fait ça, alors moi excusez-moi, vous parlez de quoi là? Et donc il me dit bah oui, mon fils, il était gaucher contrarié, et parce qu'on l'a forcé d'écrire de la main gauche, il a bégayé. Et là, je te jure, c'est vrai. Je lui dis, vous pouvez m'expliquer ce que je comprends pas ce que vous dites là. En fait, c'est la première fois qu'on me le disait vraiment, tu vois. Mhm. Et il m'explique ça.
Et moi, je suis parti, je te jure, j'ai fondu en larmes pendant au moins une demi-heure. Parce que, en fait, tout ce qu'on m'avait mis sur le dos, mes parents qui s'engueulaient, moi qui vivais mal ça, en fait, c'était juste quelqu'un qui, enfin, c'était le dogme à l'époque de dire la main du diable, la main gauche, faut pas écrire de la main gauche, on te force à écrire de la main droite. Du coup, ça a contrarié le cerveau. Et donc, après, j'ai été chercher, j'ai fait des recherches. Et t'imagines bien mon désarroi quand j'ai appris ça des années après, quoi. Hmm. Je voulais te demander, je ne sais pas si ça se demande, au pire, tu me dis non. En quelle année tu es né? En 68, Oh, quand même, en tu as octobre 10 ans 68. plus jeune que moi. Oui, mais Parce regarde, on se ressemble, on est frères de radio, on est quasiment, ben, on est att- quasiment jumeaux. attends, toi, tu te faisais bullier parce que tu bégayais. Moi, c'est parce que Ouais. j'étais obèse. Après ça, j'ai joué de la batterie. Moi Ah, toi aussi, aussi? Ah, c'est oui. cool. Mais Oui, c'est oui, incroyable cette histoire j'ai quand joué même. de la batterie, alors c'est complètement fou. Et un autre point en commun, c'est que tu as parti ce que nous, on appelle une disco mobile, une Ouais. compagnie. Puis moi aussi, en même temps que la radio, j'ai parti ce qui aujourd'hui, depuis 42 ans, s'appelle maintenant Le Monde de Monsieur Fun, qui est une compagnie de divertissement que mes deux fils gèrent avec un peu de mon aide. Ah Alors, oui, c'est c'est cool. ça que je trouvais très intéressant. Et de plus, moi, j'ai travaillé beaucoup. Les gens nous voient beaucoup comme uniquement des personnes de catch. Mais moi, j'ai fait le ski, j'ai fait le football américain, j'ai fait du hockey, tu sais, et toi, de ton côté, c'est la même chose. Tu sais, t'es un, en anglais, on dit un jack of all trades, quelqu'un qui peut faire à peu près n'importe quoi. C'est assez intéressant, ça. Ouais, c'est drôle. En fait, les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi, je suis arrivé au catch sur le catch par hasard, hein. Moi, je suis pas un passionné, un fan de la première heure comme les Christophe Ajus, éventuellement. Moi, Comme j'étais moi. là et j'étais au bon nombre. Moi, je suis un mec de télé et de radio. En fait, ce que je dis toujours, c'est que moi, je suis un mec de radio. Et j'ai fait de la radio à la télé en faisant du commentaire. Et grâce à ça, d'abord, la radio, c'est un super support. Euh, Tu apprends, c'est la meilleure école pour animer et pour présenter. La radio, c'est que la voix, c'est que le son, donc c'est l'émotion par la voix. Donc pas de bégaiement. Tu bégayes, bah, tu t'excuses. Tu essayes d'articuler, tu essayes de parler français avec, ou québécois avec des mots choisis, les mots ont leur importance. À la télé, tu bégayes, tu bafouilles, tu fais un petit clin d'œil, tu fais un petit mouvement, hop, ça passe, tu vois. À la Mm. radio, tu dis excusez-moi, je reprends. Tu vois, c'est déjà, tu arrives à l'heure, hein, la radio, quand tu commences une émission, un flash info à 13h, c'est pas 13h01, hein, c'est Mm. quand tu balances, surtout moi, j'ai fait de la radio au niveau national avec des décrochages nationaux, comme vous au Québec certainement. Bah, quand tu décroches pour que le gars il fasse son flash info qui est pas au même endroit que toi, c'est à la seconde près, quoi. Donc t'as pas le droit à l'erreur. Donc c'est une super école. Et après, ce que les gens ne savent pas, c'est que peut-être comme toi, moi, je suis arrivé donc par hasard sur le catch en ayant commencé par faire des commentaires de sport mécanique. Mais j'étais pas fait pour ça. Moi, j'ai fait une école de journalisme radio, mais j'étais surtout animateur. Moi, je voulais juste un petit peu avoir une palette plus large. Et quand j'étais dans AB Télévision, qui a fait un casting géant dans lequel je suis arrivé, j'étais juste la voix off d'AB Moteur au début. Enfin, ça s'appelait même la chaîne automobile. Et un jour, il y a un gars qui est plus venu, Ivan Popov, qui est hyper connu en Russie, qui est le commentateur de la Formule 1 depuis des années. Le mec est incroyable, il parle trois quatre langues, et il commentait l'IndyCar et la NASCAR chez nous en français, alors qu'il est russe, et il parle très bien anglais. Et un jour, il vient plus, et on nous dit comme ça, avec Pat Angeli, avec qui je commente depuis plus longtemps même que Christophe Ajus, on nous dit, les gars, vous faites du sport, parce que j'ai toujours fait du sport, vous vous connaissez, allez, hop, vous allez faire ça. Et on me suis retrouvé à faire du sport américain. Mais moi, en fait, que ce soit la NASCAR, l'IndyCar, le champ de car, j'ai fait la NHRA, j'ai fait plein de trucs. Enfin, tu peux pas imaginer tout ce que j'ai pu commenter. Et à chaque fois, c'est parce que j'avais cet œil de journalisme et cette musique de radio où Mm. j'avais pas besoin d'expliquer ce qu'on voyait à la télé puisqu'on le voyait. Moi, j'étais la valeur ajoutée, j'étais la musique qui faisait que je rentrais des trucs sympas et que je vulgarisais. Comme si moi, je regardais pour que les gens puissent comprendre, même ceux qui ne sont pas spécialistes. Ne pas ennuyer les spécialistes avec des trucs trop basiques, mais intéresser le gars qui tombe par hasard chez nous. Ça a toujours été ma marque de fabrique, aussi bien devant que derrière la télévision. Parce que, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, je suis surtout producteur et réalisateur de télévision.
depuis des années. J'ai produit des milliers d'heures de poker, des documentaires, des programmes de flux, ce qu'on appelle les programmes de flux. Je ne sais pas si vous appelez ça comme ça. Chez vous, le programme de flux, ça peut être du divertissement, ça peut être des émissions de télé, mais c'est pas du documentaire, tu vois, c'est pas du reportage. Les émissions de flux, c'est des émissions de télé. Donc OK. moi, j'ai produit 80% en tant que directeur artistique et producteur artistique pendant une dizaine d'années. J'ai produit 80% de ce qui se faisait en poker en France. Wow. Donc, et pareil, moi, mon rôle, c'était de vulgariser, parce que tu sais que des joueurs de poker qui parlent ensemble, c'est des extraterrestres, hein, tu comprends rien. Donc voilà, il fallait rendre ça un petit peu plus facile pour le plus grand, pour le public. Et j'ai fait ça, voilà. Et je me suis retrouvé devant la caméra, mais en fait, la caméra, c'est parce que j'étais légitime, c'est parce que j'étais la voix et que, à un moment donné, tout a super bien fonctionné, la NASCAR, le poker et le catch. Pendant 10 ans, tout a fonctionné, boum, du jour au lendemain. Donc j'étais dans ce truc-là et on m'a mis devant l'écran, mais moi, je préfère être derrière un petit peu, tu vois. Moi, je suis plus un gars qui fait, qui réalise. Après, c'est sympa d'être devant aussi, hein. Je veux dire, c'est sympa, surtout que ça, c'est un vrai divertissement, le catch. C'est un divertissement sportif. Tu as parlé de catch et je ne sais pas si tu as remarqué, on est trois. Là, j'ai l'impression qu'on était deux à se jaser comme deux vieux chums. Mais Oh non, mais David a préparé quelques questions par rapport au catch parce qu'il a plus suivi en Europe, bien sûr, que moi, alors, l'histoire alors, de votre carrière. si tu me le permets, Marc, avant d'aller sur la partie catch, on a fait un grand bond dans le temps. Là, on a parlé de radio et tout de suite on est arrivé au catch, mais il y a quand même cette expérience en Guadeloupe quand on lit Ah le livre, oui, ouais. qui est surréaliste, où là, faudra nous en dire un peu plus. Il y a un moment, vous vous faites tirer dessus quand vous allez recharger ou, ou autre. Donc là, Quoi? pour Marc et pour nos auditeurs au Québec qui connaissent un peu moins, là, faut raconter Bon, qu'est-ce que tu veux quelques savoir? anecdotes. Dis-moi, qu'est-ce que tu Eh veux ben, savoir? déjà, comment on se retrouve aussi vite propulsé? Parce qu'en fait, on a toujours l'impression, quand on regarde l'histoire, que tout arrive très vite à 14 ans, puis ensuite la radio, l'école avec Patangeli sur Paris, puis ensuite la Guadeloupe. Et puis, il y a on va parler ce drame, une tempête qui Hugo, va ouais, avoir bien lieu. sûr. Ouais. Ah, j'ai vécu des choses. Franchement, j'ai vécu à Saint-Martin en 6-7 ans que je suis resté, des choses que je n'aurais jamais pu vivre à mon âge si j'étais resté en métropole en France. En gros, j'étais aussi l'école de France, donc l'école de Radio France, qui préparait aux trois métiers de la radio selon Radio France, qui avait décentralisé la radio en France pour mettre des antennes partout dans les régions. Donc, ils avaient besoin de jeunes talents, donc techniciens, animateurs et journalistes radio. Moi, je faisais déjà de la radio avec Pat sur Fundreux, Force 7 avant. Et donc, je savais déjà animer, parce que j'étais même à l'antenne quand j'étais à la radio, mais j'étais là-bas pour un petit peu ouvrir mon carnet d'adresses, parce que Paris, c'est là où tout se passe, hein. Je pense que chez vous au Canada, c'est pareil, il y a des villes comme ça qui centralisent. Et donc, je suis arrivé à Paris et j'ai fait mes 2 ans là-bas. Et avant la fin, on faisait partie des meilleurs éléments avec Pat. Je dis ça en toute modestie, mais bon, on avait un petit peu quand même roulé nos bosses et on était à l'antenne. Et le directeur dit, tiens, mon ancienne Radio Caraïbes International, va monter son réseau FM, RCI2, comme Europe 1, Europe 2, RTL, RTL2, hein, pour ceux qui connaissent en France. Et il cherche un gars, tout ça, et tu corresponds, t'es jeune, tu peux bouger, machin. Faut aller, donc, je me retrouve dans le bureau d'un gars à Paris, un monsieur très, très connu et qui dirigeait, en fait, qui était actionnaire d'Europe 1, et qui me fait l'entretien d'embauche. Et je suis quasiment pris euh, ce jour-là. Il me piège un peu en me disant, tu parles anglais? Oui, du coup, il me passe le gars qui était en Guadeloupe et qui me parle en anglais, donc je réponds. Et à la fin, il dit, bon, c'est bon, bah, on t'engage. Voilà, tu pars dans 10 jours. J'ai dit, pardon. Il me dit, tu pars dans 10 jours. On ouvre l'antenne le 14 juillet, qui est la fête nationale en France, le 14 juillet 1989. Donc, c'était le bicentenaire de la Révolution. Donc, il voulait absolument ouvrir l'antenne ce jour-là à Saint-Martin, que je ne connaissais pas. Alors, pour ceux qui connaissent la Caraïbe, il y a les deux grandes îles que tout le monde connaît, qui est Guadeloupe et Martinique. Et
Saint-Martin, Saint-Barth. Saint-Barth est très connu parce que c'est l'île des milliardaires. Et Saint-Martin, c'est juste en dessous. Donc, c'est une commune de la Guadeloupe. Et moi, je ne savais pas où c'était du tout. Moi, on me dit, tu pars à Saint-Martin. Je ne savais pas où c'était. Et il me dit dans 10 jours. Et la première chose, Saint-Martin, je te coupe, Philippe. Est-ce que c'est l'île où il y a le côté flamand Sainte-Martine? tout à OK, fait. parfait. Sainte-Martin et Saint-Martin. C'est une île qui est divisée en deux, donc, qui est à moitié néerlandaise, qui dépend du gouvernement néerlandais de Curaçao, et à moitié française, qui dépend donc de la préfecture de la Guadeloupe. Et, euh, et je me retrouve là-bas. Et le premier truc quand je sors de, c'était Avenue Foch. Je dis, oh là là, faut que je dise à ma mère. Ah, Bah oui. J'avais une petite copine pourtant à l'époque. On m'avait posé la question, on m'avait piégé, on m'avait dit, t'as une petite copine? J'ai dit oui. Et alors? Bah, j'ai dit, si je dois partir, si elle m'aime, elle viendra. Enfin voilà. Puis moi, c'est la radio que je veux faire. Et j'ai dit, comment je vais l'annoncer à ma mère? Et voilà donc. Et je me suis retrouvé donc à Saint-Martin, comme ça. Très vite, au bout de quelques semaines, il y a eu les premiers ouragans. Et ce que David disait tout à l'heure, c'est Hugo qui a été assez violent. Et nous, on avait ordre avec mon autre copain de l'époque, Marty. On se partageait l'antenne. Moi, je faisais la matinale, qui était la tranche la plus importante, avec le 16-20. Donc, lui faisait le 16-20. Moi, je faisais le 6-10. Et, euh, et on nous dit, vous restez là, vous restez là, on prendra les stagiaires, ceux-là, parce que c'est un peu dangereux. Et en effet, c'était un très très gros ouragan, et on décide d'aller, alors on faisait les cons chez nous, dans nos appartes, à boire des coups, à dire, ouais, on écoutait la radio, et à un moment donné, on a culpabilisé en disant, non, les gamins, ils sont à notre place, c'est dangereux, il faut qu'on aille les aider. Donc on est sorti sous l'ouragan. C'était très chaud, et des vents à 250 km/h, les tôles, les machins, tout ça. Non, non, c'était très très chaud. Et on se retrouve là-bas. Et moi, je suis resté 14 heures à l'antenne pour tenir, en fait, pendant tout l'ouragan, pendant toute la nuit. On a réussi à un moment donné, Europe 1 nous a appelé, le téléphone sonne, un truc de dingue, je te décroche. C'est Europe 1, la rédaction, oui, c'est qui? Bah, alors, j'avais un nom d'antenne qui s'appelait Jonathan, c'était mon nom, tu sais, c'était très américain à l'époque. Il fallait avoir un nom, un prénom, machin. Moi, c'était Jonathan. C'est Jonathan, machin. Ah, bah, on te passe à l'antenne, allez, avec Jean-Pierre Elkabbach, bim. Je me retrouve à l'antenne d'Europe 1. Alors, comment ça se passe chez nos collègues de Saint-Martin? Des trucs de dingue. Et j'ai appris plus tard l'importance de ce qu'on dit à la radio, qu'on est responsable de ce qu'on dit. Parce que ce jour-là, cet appel-là, c'est hyper important. Parce qu'il y a d'autres choses aussi après, mais on n'aura peut-être pas le temps de tout dire aujourd'hui, qui sont aussi importants que ça. Il y a une dame qui était en France, son mari, ils avaient un restaurant à Grand Case, et elle n'avait pas de nouvelles de son mari. Et chance aussi, son mari m'avait appelé le matin, toujours avec ce même téléphone. Tu sais, à l'époque, il n'y a pas de portable, hein, tu sais, c'était téléphone à fil, hein, tu faisais tout, tout, ouais. tout, 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 tu vois. Ou alors, gring, tu sais, avec l'écran qui tournait, tu dis ça aux jeunes aujourd'hui, ils ne savent même pas comment s'en servir. Hein. Et, euh, et, et je décroche, et le gars me dit, ouais, je suis à Grand Case, est-ce que vous avez des nouvelles? Et moi, j'étais en liaison avec la sous-préfecture qui m'avait laissé une radio militaire et qui me disait, attention, les vents, les machins. Et donc, nous, il faut savoir que dans un ouragan, une tempête, le premier média, c'est la radio. On te demande de mettre une radio avec des piles pour être sûr d'avoir les infos, et tu donnes les infos. Et nous, on avait cette info-là. Et toutes les autres radios avaient mis la clé sous la porte. La radio nationale RFO, toutes les autres radios, même les radios néerlandaises de l'autre côté, on était les seuls à émettre et à être là physiquement. Ils avaient mis de la musique, ils s'étaient barrés. Et nous, on était là et on donnait l'info. On donnait l'info. Et en fait, ce monsieur donc m'avait dit, ah, je suis à Grand Classe, je suis enfermé dans le restaurant, mais tout va bien, je suis dans mes toilettes. C'est ce qu'on dit toujours, se mettre dans un endroit enfermé. Et quelques heures après, donc le téléphone sonne, El Kabbach, machin, il m'interroge. Je dis, ah bah, j'ai un monsieur à Grand Case du restaurant qui m'a dit que voilà comment les gens réagissent, tout ça. Bon, je réponds. 3 semaines, 4 semaines après, tu as une nana qui arrive dans la radio avec des cadeaux, qui me dit, voilà, monsieur, en larmes, il dit, grâce à vous, j'ai eu des nouvelles de mon mari, vous ne savez pas comment vous avez pu nous rassurer. Ce qu'on dit à la radio, ce qu'on dit à l'antenne, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et des fois, en effet, tu peux redonner l'espoir, tu peux rendre heureux, tu peux faire pleurer aussi. Hmm. Tant que c'est d'émotion, ça va, tu vois. Donc, et pour revenir et finir, parce que le livre est long, hein, pour ceux qui... oui, en fait, on avait... au début, quand on est arrivé, on était entre guillemets à l'époque, alors c'est pas bien de le dire aujourd'hui, mais c'était la réalité. Il y avait des radios guadeloupéennes, des radios saint-martinoises, et nous, malheureusement, les gens nous disaient qu'on était une radio de blanc, donc ils nous aimaient pas trop. Et au début, on devait avoir le même émetteur que RFO, qui était sur le point le plus haut de Saint-Martin, qui était le Pic Paradis. Et peut-être une semaine avant que j'arrive,
Le gars dit bah non, finalement, vous pouvez plus. Donc on a cherché en urgence, enfin moi j'étais pas là, mais les gens ont cherché en urgence un point pour mettre un relais pour pouvoir émettre. Et c'était chez un particulier. Mais du coup, il fallait mettre l'émetteur avec tu sais, un relais électrique qu'il fallait alimenter toutes les 3 semaines Incroyable. avec du gasoil. Et donc, il fallait qu'on monte en voiture pour alimenter toutes les 3 semaines en gasoil le générateur. Et parfois, bah, ça nous arrivait. Alors, ça nous arrivait pas chaque fois, mais une fois ou deux, on nous a tiré à balles réelles dessus, hein, parce qu'on nous aimait pas. Et par contre, après ce fameux épisode d'Hugo, où là, on a vraiment rendu service à toute la population, toute origine, eh ben, on était devenu la radio numéro une. Et les gens nous adoraient. Et moi, j'étais invité partout avec tous mes collègues. Chaque fois qu'on allait quelque part, les gens nous remerciaient, ils pleuraient parce qu'on avait été là, on avait montré qu'on a été professionnels et qu'on nous, on n'avait pas de problème de. Voilà, on faisait une radio pour tout le monde. Moi, j'étais à un moment donné même chargé des programmes, directeur des programmes. Et la radio, elle diffusait de la musique pour tout le monde. Avec toutes les origines. Moi, j'adore la biguine, j'adore le zouk. Enfin, à l'époque, c'était le zouk. On faisait vraiment une radio qui était vraiment top, quoi. Tout le monde était hyper content. Wow. David, 10 minutes qui nous restent. Incroyable comment Non, ça passe vite. Bon, on verra si on fait en deux parties. Bah, et puis la fameuse arrivée, parce que alors, on a fait quelques épisodes pour retracer les diffusions du catch en France avec Édouard Carpentier et Guilloré. Ensuite, on a eu Raymond Rougeau qui nous a parlé de son retour, de l'arrivée de Marc et Michel Le Tourneur. Et il y a eu une première, c'est-à-dire que, et c'est là où, je l'avais déjà dit à Christophe, mais il y a une toute petite erreur dans le livre qui est pas bien méchante. Mais le catch ne s'est pas arrêté en 2000, il s'est arrêté en début 99, la fameuse pétition qui a vu le retour de Marc et Michel à l'antenne. Mais pendant cette période, Christophe et AWN 2000 avaient envoyé également des courriers aux autres chaînes. Et quand la WCW revient sur Canal+, très vite, Marc et Michel ont l'information qu'ils ne seront pas renouvelés à la fin de leur contrat qui s'arrête fin 99 et que la WWF revient sur les ondes de Canal+, donc avec Raymond Rougeau et Philippe Hartmann, on en a parlé lors de cet épisode. Et il va y avoir une petite surprise. Il va y avoir sur RTL 9, la WCW va revenir. Et pour une première fois pour beaucoup de fans, les commentaires ne seront pas faits au Québec ou aux États-Unis, mais seront faits en France par des commentateurs français. Et donc, c'est là que Philippe Chéreau rentre en scène avec, dans un premier temps, pas avec Christophe Ajus, avec un commentateur. Alors, je ne sais pas si c'est voulu, dans le livre, on dit juste Tristan. Bon, bah, moi, c'était le prénom que j'avais. Hein, j'en savais pas plus, hein. Oui, bon, là, on va rester sur Tristan. Et effectivement, il y a eu deux émissions voilà, qui étaient pas terribles. Ah bah et alors, est-ce qu'on peut se permettre? C'était Oui. nul. Et moi, bah, je l'écris en toute honnêteté dans le livre. Moi, j'étais pas content du tout, et j'étais conscient du fait qu'on faisait, excuse-moi le terme, on faisait un peu de la. Donc j'étais pas content. Et d'ailleurs, tout ce que j'ai écrit, c'est véridique. Moi, je voulais arrêter. J'ai dit, moi, il n'y a pas de souci, je travaille bien, j'ai plein de trucs à faire, le champ de car, parce que non, pour ceux qui connaissent et qui connaissent un petit peu le monde du sport mécanique, nous en France, avec Pat, on faisait les deux circuits concurrents, c'est-à-dire l'IRL, Indy Racing League, et la Kart Series, qui était, tu sais, l'IndyCar a splitté à un moment donné. Nous, on faisait les deux. T'imagines un truc complètement insensé. C'est comme si je commentais du foot, j'étais le commentateur du PSG, de l'OM en même temps. Enfin, tu vois, c'est un truc complètement de dingue. Alors, pour nos amis Et j'ai dit, québécois, non, moi j'ai du boulot, ça va. on va dire commentateur Ouais, ouais, et WWF et donc, WCW. Ben, voilà, par exemple, tu vois. Et, on et, et avait donc, j'ai compris. dit, et je dis, moi, il n'y a pas de souci, vous gardez Tristan, moi j'arrête, il n'y a pas de problème. On m'a dit, non, 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 toi tu restes. Non, non, mais j'ai dit, moi je sais, je suis pas de chantage. Non, non, on va trouver un petit gars, donc Christophe Ajus, qui nous a juste envoyé un petit mot en disant que si on a besoin d'aide, parce que sur les deux premières diffusions, il a remarqué que c'était pas top, hein. Bah, j'ai dit, il a raison, hein. Et ils l'ont fait venir, et puis voilà, et puis ce gamin est arrivé, à peine 18 ans. Enfin, l'histoire, je pense que vous la connaissez déjà un petit peu, mais pour faire vite, il a fait son essai, on a tenu 20 minutes sans s'arrêter. Il n'avait pas une super voix parce que il avait une voix de gamin. Le boss voulait pas le garder parce qu'il avait une voix de merde. C'est ce qu'il lui a dit en face, hein, comme ça. Donc c'était un petit peu chaud. Moi, je dis, bah, écoute, je prends le risque. J'ai demandé à l'ingé son si on pouvait faire quelque chose. Il m'a dit, oui, oui, on va jouer sur l'égalisation graphique et paramétrique.
Et puis voilà, et puis je dis, bah, moi, de toute façon, s'il reste pas, je reste pas. Donc, si ça doit continuer, c'est avec lui, j'ai pris le risque. Et ça a marché. Ça a marché assez rapidement. Et puis après, sa voix a changé. Il a une voix plus grave que moi maintenant. Enfin, et puis bah, il m'a dépassé. C'est lui le numéro un. Enfin voilà, quoi. C'est Christophe Ajus. Christophe Ajus. Il y a eu deux phénomènes, c'est qu'on était aussi habitué à ce que les commentaires, c'est pour ça que c'était aussi important que les commentaires viennent de là-bas. On avait un peu soit le québécois, soit l'accent à la George Eddy dans les oreilles quand on regardait du catch. Et là, d'un seul coup, on perdait aussi ce côté-là. Donc c'est pour ça que, en premier, en plus, on perdait nos commentateurs qu'on avait adoptés, hein, Marc Blondin et Michel Le Tourneur, pour le même produit. Donc c'était très compliqué d'arriver. Avec deux néophytes, hein, si je peux dire ça comme ça, sur l'émission. Puis après, il va y avoir l'aventure, oui, avec Christophe. Alors, l'idée, c'était de ne pas revenir sur tout ce que vous avez pu dire lors des différents podcasts ou autres. Euh, il va y avoir un épisode où moi, j'aimerais avoir la version de Philippe. C'est le départ de Christophe quand il claque la porte en 2012. Justement, par rapport à ce nouveau duo, comment ça a été vécu de votre côté? Ah, bah, moi, c'était un choc parce que ça s'est déroulé alors on faisait un événement à Toulouse. Et sur le retour, en fait, Christophe allait pas bien. Déjà depuis quelques temps. Il était. et- Alors, moi, je sais qu'il aime pas que je dise ça. Moi, j'ai l'impression que aussi il avait besoin de tuer le père. En l'occurrence, moi. Montrer, parce que peut-être qu'à l'époque, c'était compliqué pour lui parce que c'est lui le vrai spécialiste, il savait tout. Enfin, moi, je peux pas récupérer 20 ans de passion, 20 ans d'anecdotes, un gars qui est à fond dans le catch, même avec le plus grand des travails. C'est pas la même, tu comprends, c'est pas le même travail que de vivre le catch et le commenter, et être commentateur et faire des fiches et apprendre le truc. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est pas la même chose. Et donc, Christophe, il avait besoin peut-être en effet de faire un break. Il y avait aussi un souci. Il se sentait pas considéré auprès de la production de l'époque, enfin des gens qui nous employaient. Faut savoir que tu sais que le catch, je sais pas si c'est pareil au Québec, mais Marc pourra peut-être nous le dire, mais bah, pour certaines personnes, c'est pas considéré, quoi. Tu vois, tu vas commenter du golf, c'est super, tu commentes du catch, ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, tu vois, c'est un peu le côté, ouais. D'ailleurs, on sait même pas où on nous place. Moi, quand j'étais à la rédaction des sports de TF1, parce que je suis resté 6 7 ans, c'était ma grande discussion avec Thierry Gilardi à l'époque. Quand on discutait de catch, il me disait, mais vous n'allez pas être dans la rédaction du sport. Je dis, mais moi, je suis commentateur de NASCAR, donc tout va bien. Donc, donc il y avait toujours, on ne savait pas où nous mettre, ou dans le divertissement, ou dans le sport, mais pas dans une rédaction des sports. Bon, bref. Donc, je pense qu'il avait ce problème-là et il n'allait pas bien. Et donc, voilà, il a pété les plombs et il est parti du jour au lendemain. Donc, moi, je l'ai mal vécu parce que je l'ai considéré comme un échec. J'ai pas réussi à le tenir. Et puis, j'avais l'impression, en effet, qu'il voulait tuer le père et le père, c'était moi. Donc, ça a été dur pour moi. Il y a eu un remplaçant, Sylvain Garnalec, pendant quelques mois, qui a bien fait le job, qui était un passionné lui aussi de la première heure. Et puis après, il est revenu, et puis on a fait table rase, et puis voilà, on est reparti. Quand on est reparti, je lui ai laissé un peu plus la place parce que moi, j'étais beaucoup dans la blague. Et Christophe est très rigolo, hein. Il est très passe sans rire. Mhm. Et je pense que je lui volais un petit peu ce côté-là. Il comprenait pas que les gens rigolent de mes blagues à moi et pas des siennes. Donc, alors que c'est vrai qu'il est très drôle, Christophe. Et par contre, il rigole jamais. C'est ce qui a aussi peut-être fait la force de notre duo. C'est que moi, quand je balance des blagues, qui sont des blagues de boomer, des trucs, des jeux de mots, qui sont pas tellement aujourd'hui, qui sont de moins en moins à la mode aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, c'est la moquerie. Ouais. On rigole que par la moquerie. On rigole plus par des jeux de mots ou par des références ou par des comiques de situation. C'est si on se moque pas, on rigole pas. Philippe, il nous reste à peine 1 minute. Je me demandais si vous accepteriez qu'on fasse une autre, peut-être pas aujourd'hui, mais une autre invitation pour aller plus loin. Il en reste tellement à dire et je sais que notre ami David va rester sur son appétit, et je pense que nos auditeurs et ceux qui nous suivent sur YouTube aimeraient en avoir plus. Alors, Avec si vous plaisir, acceptez. Marc, avec plaisir. Surtout que moi aussi, j'avais une ou deux questions pour toi. Bien, gardez ça parce qu'il nous reste moins d'1 minute. Alors, je ne Je veux te- pas qu'on se fasse couper. C'est Oui, mais vendu. Alors, je la m'adapte. suite, La suite au prochain numéro!
Voilà.